Il n'y en a pas tant que ça en fait qu'on peut reproduire ici en France parce que on s'est spécialisé vraiment beaucoup sur le champignon de Paris. Excusez-moi. Maintenant on peut faire, moi je sais qu'en ce moment je suis en train de faire expérimentation avec le pied bleu. L'Epistanuda en fait sur des paillis tout simples que je mets au pied de mes plantes parce que c'est un champignon qui affectionne les litières et tous les types de litières. Litière, c'est-à-dire litière. Qui couvre le sol. Ah, qui couvre le sol. Matière morte Attends, qui couvre le sol et qui est facile à dégrader. D'accord, pied bleu, tu dis. Oui, l'Epistanuda. Je regarde, je google en même temps, hein, comme j'ai pas l'image. Voilà. Ah bah voilà, c'est celui-là. Donc. C'est le D'accord. champignon de Sprung. Magnifique. D'accord. Et ça, c'est comestible, ça? Ça, c'est très comestible. Excellent champignon. D'accord. Parce qu'il fait Vraiment peur, excellent. ouais. Oui, il fait peur, mais c'est normal. Je me suis déjà fait contrôler au bois de Boulogne. Avec un panier, il y avait 10-15 variétés de champignons et les policiers m'ont dit et ceux-là, c'est quoi ça? C'est des pieds bleus, monsieur. C'est hallucinogène, ça, monsieur, vous avez vu la couleur? Vous avez l'air très informé sur les champignons, dis donc. Comme quoi, non, en fait, c'est un champignon qui est vraiment excellent, qui est très très goûtu en plus. Alors, des gens ne vont pas forcément aimer d'ailleurs parce que c'est un champignon qui est très 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 aromatique. Il a un fort goût d'humus que moi j'aime beaucoup. Faut le faire avec une. Moi, je le fais en fait, je le rajoute quand je fais un bœuf bourguignon. J'aime bien mettre des gros morceaux de pied bleu à l'intérieur ou tout simplement en petites poêlées comme ça avec un petit peu d'ail. C'est et un gros morceau de viande. Alors, il y en a qui ont la phobie des champignons, je sais pas si tu sais aussi. La phobie des Bah, champignons. il y a des gens qui te demandent tout le temps s'il y a des champignons dans les plats. Ils ont une. Ouais, bah ouais, ils ont peur de se faire intoxiquer, c'est normal. Ouais, mais ils ont la phobie, quoi. C'est une espèce de phobie des champignons. Bah, il faut qu'ils s'y intéressent un peu plus. Hein. Peut-être que on a peur souvent de ce qu'on ne connaît pas. Hein. D'accord. Et- Bah, mais en le champignon, message passe. Ouais, il en se champignon, reconnaîtra. c'est un petit peu compréhensible parce que quand on a connu ou pas, ou qu'on a lu un article sur des gens qui se sont fait intoxiquer, tous les ans en France, il y a des morts à cause de la récolte des champignons et des gens, des fois même, qui connaissent, mais on pourrait dire sur le bout des doigts, les champignons qu'ils vont ramasser. Mais qu'à un moment donné, parce que la manite phalloïde, par exemple, qu'on reconnaît par certains critères, le chapeau un peu verdâtre au-dessus, hein, il y a des moments en fait dans la vie d'un champignon. On distingue par exemple la manite phalloïde de l'agaric par rapport à quand sa sporée est mûre. L'agaric, ses spores sont noires violacées. Chez la manite, elles sont blanches. C'est un critère de détermination. D'ailleurs, qui permet de dire que c'est une amanite et pas un agaric, ou c'est un agaric et pas une amanite. Pour vraiment les distinguer entre eux, parce qu'après il y a différentes couleurs de sporées. Mais en tout cas pour la manite phalloïde, c'est comme ça. Sauf que quand on récolte un rosé des prés très très jeune ou un agaric très très jeune et qu'on fait la coupe transversale qu'on demande de faire pour pouvoir identifier déjà si c'est un champignon à lamelles, et quelle est la couleur des lamelles pour savoir si c'est un agaric par rapport à... Alors le problème c'est que les spores mûrissent. Et quand elles mûrissent, en fait, elles varient de couleur en fonction de l'âge enfin, du temps de mûrissage de la spore. Donc elles peuvent commencer par être très très blanches, passer par le rosé très pâle, le rosé légèrement plus foncé, pour finir par le violacé noir. Mais la manite phalloïde, par contre, bah, quand on va ramasser des agarics très très jeunes, puisqu'on préconise en plus de ramasser des champignons jeunes pour qu'on n'ait pas ce problème d'intoxication due au vieillissement des champignons, une amanite en coupe transversale peut fortement ressembler, une amanite jeune, à un agaric jeune en coupe transversale. Et je pense que c'est comme ça que les accidents arrivent. D'accord. Donc moi, après bon, à la différence de l'amanite, parce que les gens ont dit aussi, un des gros mythes à vraiment faire tomber tout de suite maintenant, c'est l'histoire de couper ou pas le pied du champignon. Ah, Quand oui. vous ramassez un champignon, ramassez tout le champignon. Parce que par exemple, pour cette histoire d'agaric et d'amanite phalloïde, le seul moyen de certifier en fait que ce n'est pas un agaric mais une amanite phalloïde, un des critères macro qu'on va voir à l'œil nu et qui est vraiment visible, c'est la volve au pied du champignon. Et des fois, la volve est légèrement enterrée. Donc si jamais en fait on n'a pas suffisamment observé les critères taxonomiques de détermination au niveau de son pied, donc une volve qui embrasse le pied pour l'amanite phalloïde, pas de volve pour l'agaric, eh ben on peut se tromper. Voilà. En sachant qu'il y a des amanites comestibles, mis à part l'amanite des Césars. D'accord. Oh là, il faut vraiment s'y connaître. Il faut vraiment s'y connaître. Cet été, là, dans le sud de la France, j'ai fait une initiation à la découverte des amanites comestibles, justement, parce qu'en fait, une grosse majorité des amanites comestibles, cuites, parce que crues, elles sont toxiques, comme la morille, exactement pour les mêmes raisons en plus, donc c'est facile. Champignons, faut faire cuire, sauf le cèpe de Bordeaux et le champignon de Paris, mais tout le reste, faites cuire, faites cuire, faites cuire.
Et du coup, en fait, c'était les amanites qui sont comestibles, elles sont relativement faciles à reconnaître, même si c'est pas un critère prépondérant, parce qu'on peut voir des amanites phalloïdes ou des amanites tumouches, panthères, etc., citrines, ayant perdu leur anneau. En fait, ces amanites-là qui sont comestibles font partie de la famille, une sous-famille, on va dire, des amanites, qui s'appelle les amanitopsis, et qui veut dire amanite sans anneau. Ces amanites, en fait, qu'on va voir, elles n'ont pas d'anneau en fait au pied, alors que l'amanite phalloïde, l'amanite tumouche, l'amanite panthère, quand elles sont bien portantes, elles ont un bel anneau au niveau du pied. Les critères visuels très importants aussi pour les anneaux, parce que en fonction de chaque espèce, on va vraiment avoir des critères de détermination qui les différencient des uns des autres. Les amanites, amanitopsis qui sont comestibles, par exemple, ont souvent, en fait, ont quasiment toutes d'ailleurs, la marge pectinée. Pectinée, ça veut dire comme peigné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas peigné, c'est juste qu'on voit la forme des lamelles en circonvolution sur le dessus du chapeau. Alors que sur la manite du mouche, on la voit pas, par exemple. Alors, sur la phalloïde, on la voit pas. alors on me dit, autre question, que pensez-vous des traitements par champignons type Bacillus thuringiensis qu'on nous vend en jardinerie? Que dire des champignons de synthèse? Très très bien si on comprend quelque chose au sol. Ah, d'accord. Si on comprend quelque chose au sol, ça peut être très bien, parce que Bacillus thuringiensis, Ouais. qui est très difficile à prononcer, fait partie, en fait, est actif, c'est pour ça qu'il a été isolé, découvert et mis en vente, dans des environnements propices, donc dans une belle biodiversité. On peut mettre du bacillus dans un terreau totalement mort et puis le nourrir avec des engrais, et éventuellement on voit un truc qui se développe sur sa plante et mettre du pesticide, bah on aura acheté du bacillus pour rien, en fait. Parce que le problème de ce genre de méthode-là, pour moi, qui suis agriculteur, c'est pour ça que je n'en emploierai pas, c'est comment je vérifie mon résultat. Parce que sur la plante, je ne vais pas le voir forcément. Que je le mette ou pas, moi j'ai des amis qui ont déjà utilisé ces choses-là, ils en sont vite revenus, parce que c'est pas assez. C'est complexe, un sol. Un sol qui fait du bien aux plantes, c'est très très complexe. Et c'est pas en rajoutant juste un des éléments de cette complexité qui rend beau un sol que le sol va rendre les plantes jolies. D'accord. Tu comprends? Voilà. Alors, on me dit, est-ce qu'un champignon peut faire plusieurs kilomètres carrés? Oui, de toute façon, tu Tout à l'as fait. expliqué. Alors pas le carpophore, mais son mycélium, peut se développer même complètement. Ah ouais, tu nous as parlé Complètement, d'hectares. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils arrivent à vivre imbriqués dans le sol comme ça, à se côtoyer. On peut voir ce phénomène-là dans les morceaux de bois pourris. Ce que je t'expliquais tout à l'heure quand on faisait la pause, là, quand on voit des fois des coupes transversales de morceaux de bois qui sont en putréfaction dans les forêts, on voit des sortes de dessins géométriques super jolis, super. En fait, c'est juste la guéguerre que se font les champignons au niveau nutritif dans ce morceau de bois. Des fois, on va avoir différentes espèces de champignons qui vont se côtoyer pour pouvoir manger des éléments complètement différents. Mais des fois, on va même avoir un champignon d'une même espèce qui va pousser à côté d'un autre champignon de la même espèce que lui, mais génétiquement différent. Et du coup, ils vont pas vouloir se mélanger. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, ils vont se faire la guéguerre, en fait. Et en fait, ils se font pas vraiment la guerre, ils colonisent jusqu'à faire en fait une zone tampon, une zone Et neutre. est-ce qu'ils se contaminent entre eux, les champignons? Il y a des champignons qui sont mycopathogènes, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'ils Ah oui, peuvent se oui, manger le entre bolet eux. parasite qui parasite les russules. Chez moi, on en trouve pas mal. Il y a aussi le bolet parasite qui parasite le scléroderme, pardon. Le russule, c'est pas du tout le même, c'est un autre. Mais le bolet parasite qui parasite le scléroderme, tu mets bolet parasite, tu vas le voir. En fait, tu as un gros champignon qui s'appelle scléroderme, qui est jaunâtre. On le trouve souvent dans les forêts de hêtres, principalement forêts acides, qui est un champignon donc. D'accord, c'est celui-là. Voilà, et le bolet, tu le vois là, Celui-là. tu vois là, Celui-là. voilà cette image-là. Là, tu vois le scléroderme, donc qui est la grosse boule blanche là, et le bolet, c'est celui qui est juste à côté. D'accord. Voilà. Pas excellent à manger du tout, ça sert à rien de le manger. Vaut mieux le laisser en fait jouer son rôle. Parce que en fait les champignons comme ça, moi je suis pas spécialisé, mais en m'intéressant comme ça au monde des champignons, je visualise des tas de choses possibles en fait, pourquoi ils ont cette relation. Peut-être que le bolet parasite mange le scléroderme en fait, parce qu'en enzymant le glébat de donc la matière fertile à l'intérieur du scléroderme, peut-être qu'en fait ça lève la dormance des spores qui fait que ça mycorhize encore mieux la forêt, parce que on sait que le scléroderme est un champignon non seulement mycorhizien, mais qui joue un rôle extraordinaire dans vraiment la vitalité et la croissance des arbres.
D'accord. Un autre champignon fait ça aussi, c'est le pisolite teinturier, où on a vraiment pu définir qu'un arbre mycorhizé par le pisolite teinturier pouvait augmenter sa croissance de 100% et son volume de 30 à 60%. Que s'il ne l'a pas, il n'aura pas les mêmes capacités en fait de se développer lui-même. Alors, qu'est-ce que... Je vais redescendre un peu. Alors, on me dit, oui, comment savoir si un champignon est comestible ou non? Ah bah ça, c'est la fameuse question. Allez La, voir le pharmacien. la détermination. Parce que les taxonomistes, les chercheurs ont vraiment fait ça de bien de pouvoir identifier une grosse partie de nos mycoflores, des champignons qui sont extraordinairement intéressants déjà à chercher et à trouver parce que ça vous emmène dans des endroits absolument magiques. J'espère qu'en troisième partie on pourra parler un petit peu des écosystèmes dans lesquels les types de champignons peuvent pousser parce que ça c'est vraiment un domaine dans lequel on peut s'éclater, mais s'éclater de chez s'éclater. Puis c'est passionnant d'arriver en plus chez soi après avec son panier, avec une grosse biodiversité de champignons qu'on connaît pas, ceux dont on est sûr dans un autre panier. Et moi j'ai mon petit microscope sur moi tout le temps, mon petit x45 là pour pouvoir regarder. J'ai mon livre toujours dans mon sac au cas où. Ah oui, donc toi, en plus, oui, dès que tu vois un champignon... Ah bah ça devient en fait comme une révélation. C'est un virus quoi. C'est un truc qui prend. Nous notre génération, on a la chance de pouvoir en faire vraiment un outil de communication avec un tas de domaines mais complètement complémentaires en fait. Alors que sans le monde des champignons, Et ils se pourquoi côtoieraient pas. le champignon de Paris, effectivement, on trouve que c'est cette espèce-là la plus Parce que répandue? c'est une espèce qui est extrêmement facile à faire pousser tout simplement. Ah, C'est juste pour ça. Moi dans les tests petites expérimentations, mon petit niveau que je fais, et je vous pousse à faire un maximum d'expérimentations pour essayer de découvrir comment ces champignons mycorhiziens vont pouvoir réussir à nous dire qu'ils poussent, et c'est de cette manière-là. C'est je fais la même chose que quand j'ai fait mon UCAR de trophiculture, c'est je prends des morceaux. Et je prends des morceaux de tout, donc j'essaie de prendre des morceaux. J'essaie des fois juste de mettre de la spore. C'est-à-dire que quand on veut faire une sporée, en fait, on prend le carpophore, on coupe le stipe, le pied donc, on pose le chapeau sur une feuille, on attend une nuit, on pose un bol dessus pour qu'il y ait quand même un petit peu d'humidité, on attend une nuit et quand on soulève, il y a toutes les spores qui sont déposées. Premièrement, ça permet donc de déterminer la couleur de la sporée, donc de dire que c'est pas une amanite ou un agaric, mais ensuite de ça, toute cette sporée, pas besoin d'aller dans un laboratoire ou quoi que ce soit, pourquoi pas essayer de la mélanger à son sol. Et ensuite mettre les racines de l'arbre qui est concerné par la mycorhisation de ce champignon-là. Ça, ou prendre carrément des morceaux de champignons, avant d'enfouir son pied d'arbre dans le sol, mettre un petit peu de champignons hachés, frais, oui, des frais, mais alors même quoi, je vais au magasin, je prends des champignons de Paris frais, je les hache, je les mets dans mon jardin, ça va pousser? Moi, tous mes petits morceaux de champignons comme ça, parce que moi je les récolte, je préfère les récolter. Chez moi, en plus, il y a l'agaric des jachères, donc champignon de Paris, je l'ai oublié depuis que je suis en Normandie, parce que quand les gens connaissent l'agaric des jachères, après on revient plus vraiment aux champignons de Paris, parce que c'est un champignon de Paris qui est gros comme un cèpe de Bordeaux parfois, qui est énorme comme ça, qui a un pied vraiment, et puis alors qui a une odeur anisée absolument fabuleuse, quoi. Fabuleuse. L'agaric des... Agaric des jachères. Agaric En fait, des jachères, il pousse dans les pâtures. Pour faire simple, D'accord. c'est un champignon practicole, il pousse dans les pâtures. Il aime bien pousser sur les talus, en fait, souvent en bord de route d'ailleurs, faut se méfier. Et il a un faux ami avec lui d'ailleurs, un champignon qui peut être très toxique, enfin provoquer de graves troubles digestifs, c'est l'agaric jaunissant, donc il faut pouvoir déterminer les deux. C'est celui-là, là? Voilà, ça c'est l'agaric des jachères. D'accord, ah bah il est énorme. Il est énorme. Ouais. Et autant en taille et il est beau en plus, il est vraiment magnifique quand on le croise. Ah bah celui-là, je le verrai, je le prendrai pas non plus. On trouve facilement des spécimens qui peuvent faire plusieurs centaines de grammes de ce champignon-là. D'accord. Ouais. Et pourquoi c'est pas répandu dans le commerce? Parce que c'est pas ça cultivé. les tout intéresse simplement. pas, Non. d'accord. Non, c'est pas que ça les intéresse pas, je pourrais pas vraiment dire pourquoi en fait, parce que c'est compliqué en fait de faire de la myciculture quand même. Certains agarics seront plus faciles à faire pousser que d'autres. Celui-là, visiblement, ne les a pas intéressés. Alors je sais qu'il y a des agarics de différentes sections, clades, qui sont plus faciles à faire pousser par rapport à des raisons ils sont moins exigeants au niveau nutritif, etc. etc. D'autres ont des critères beaucoup plus complexes en fait pour pouvoir les faire pousser, et c'est pour ça certainement qu'on les fait pas pousser. Parce qu'il y a un chercheur dont je me souviens plus le nom, mais qui fait ça, que j'avais contacté d'ailleurs, parce que moi je suis originaire en fait par mon père de l'île de la Réunion et par ma mère de Normandie. Et du coup à l'île de la Réunion a été découvert un agaric.
Et je voulais savoir si c'était un des agarics qui était possible de faire cultiver à l'île La Réunion, parce que le problème des champignons de Paris à l'île La Réunion, c'est qu'on n'a pas du tout les bonnes températures et bonne hygrométrie, etc. Des fois même pas les bonnes matières. Et donc en fait, si on trouvait un agaric de ce clade-là qui permettait de faire de la culture, on aurait pu développer un complément de revenu pour les agriculteurs. Parce que ce qui est absolument génial avec la myciculture, c'est que non seulement on fait du recyclage de matière, c'est-à-dire que des choses qu'on ne pouvait pas recycler avant, moi je vois en Normandie, souvent des balles de foin pourrissent dans les champs, on ne sait pas quoi en faire, bah, c'est des substrats super si on les met dans une unité de compostage parcellaire et qu'on l'utilise après derrière pour faire du champignon de Paris, par exemple, ou d'autres champignons. Et ben, à l'île La Réunion, on aurait pu faire ça si on découvre en fait que ce champignon est un champignon qui est potentiellement cultivable. Il a été vu à Mayotte, je ne sais pas si c'est le même qu'à La Réunion, là il faut que j'y retourne en fait pour pouvoir le chasser et le trouver et en ramener des échantillons. Et voilà, dans quelques temps, peut-être je vous en parlerai. La chasse aux champignons. Ça s'appelle Floculosipes, à pieds laineux. Ouais. On a appris plein de noms aujourd'hui. Alors, on me dit quoi encore? Ah, justement, le cèpe ou le bolet peut-être, ne font-ils pas partie de ces champignons qu'on ne sait pas cultiver? Bon, je suis obligé de rectifier les fautes. Tout à fait, parce que c'est des champignons mycorhiziens, en fait. C'est le problème des cèpes et des bolets. Mis à part le bolet parasite, qui parasite en fait un autre champignon. Mais tous les autres, en fait, c'est des champignons mycorhiziens. Donc en fait, si on voulait les faire pousser, il ne faudrait pas chercher à faire pousser le champignon, il faudrait chercher à faire pousser son environnement propice. Son environnement, d'accord. Oui, voilà. C'est ce que tu expliquais avec Yves. Ce mot-là, environnement propice, je l'ai appris en fait à l'île La Réunion en bossant dans un îlet qui est un espace naturel sensible qui s'appelle l'îlet des Salazes. J'ai rencontré une famille extraordinaire qui m'a pas mal soutenu dans des années où c'était difficile pour moi parce que je me trouvais pas en fait. Je voulais devenir faire des plantes médicinales, je voulais faire de l'agriculture, mais j'avais plus de envie que de possibilité de faire avec les connaissances que j'avais. En fait, ils me calmaient tout le temps comme ça en me disant arrête de te prendre la tête avec des questions qui partent à droite à gauche, vois un environnement propice. Et là, tu vas voir que tu te poseras des bonnes questions. Pour les champignons, je pense que c'est pareil. D'accord. Voilà. Alors, on me dit aussi, l'invité se fait-il des tisanes médicinales? Connaît-il le shiitake et le reishi? Oui. Je les connais. Mais non, je ne fais pas de tisane médicinale pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai appris il n'y a pas longtemps que que c'est le mycélium en fait qui serait actif chez ces champignons-là. Il y a du principe actif, il y aurait du principe actif en fait dans le carpophore lui-même, mais le problème qu'on a en fait, c'est que c'est la structure cellulaire des champignons. En fait, on ne digère pas les champignons, on digère très mal les champignons. Donc en fait, il faudrait, si on peut le prendre en fait sous forme galénique, et puis je cautionne pas en fait. Tout simplement le commerce comme ça d'exportation, d'importation, parce que je suis un petit paysan très très local. Je prends juste l'exemple parce que je sais pourquoi on parle de ça. Je voudrais parler du Cordyceps sinensis qui est en train de faire, c'est une catastrophe écologique ce qu'on est en train d'en faire parce que c'est devenu à la mode ici. Et du coup, les Tibétains et les Chinois en fait sont en train de ravager les écosystèmes où ce Cordyceps-là vit. Pourquoi ? Parce que c'est un champignon de longue vie en fait qui aurait des propriétés antioxydantes. Ah donc ils font quoi, etc. Voilà. Alors que chez nous, on a le Cordyceps militaris. Alors pourquoi pas, au lieu de voler en plus le savoir de personnes qui ont pratiqué ça pendant des milliers d'années quand même avant de pouvoir les utiliser de manière efficace en médecine. Pourquoi on ne développe pas ici en France, essayer de développer la culture du Cordyceps militaris, qui est le Cordyceps qui aurait les mêmes propriétés. Il y a une femme qui fait ça à Montpellier, qui s'intéresse énormément à ces choses-là. C'est le seul nom que je vais citer parce que j'aime beaucoup cette femme-là, juste parce qu'elle s'intéresse à ça. Elle s'appelle Françoise Fonce. Et si un jour vous avez l'opportunité de lire ses travaux, je pense que... En tout cas, ceux qui s'intéressent aux champignons médicinaux, c'est une femme qui, à mon avis, va apporter beaucoup. Alors, on me dit, y a-t-il des remèdes contre les champignons qui attaquent le corps humain? Bah oui, parce que il y a les champignons, voilà, mais il y a les champignons qui nous embêtent aussi, qui nous enquiquinent, les petites... L'environnement propice. Et... par exemple, les mycoses. Ouais. Par exemple, les mycoses de pied. C'est marrant que tu me dis ça, voilà. Parce que... C'est exactement ce que m'a dit la dermato. Tu vois, on change de discipline, mais toujours à propos des mycoses, elle m'a parlé d'environnement propice. Elle m'a dit en fait, les gens qui attrapent ça, m'a dit, c'est parce que vous avez une peau et un environnement qui lui plaît. Et elle dit, vous aurez beau les combattre. Il y a plein de critères. Voilà. Il y a plein de critères. Le corps humain, c'est un écosystème par les champignons en fait. Chaque humain est différent. Par exemple, il y a des humains qui vont produire énormément d'ammoniac et d'urée dans leur sueur, d'autres beaucoup moins.
on peut dire en fait que les gens qui suent beaucoup, tout simplement, et qui produisent énormément de ces éléments-là, en fait, sont plus sujets aux mycoses et aux champignons que les autres. Pourquoi ? Parce que c'est un environnement qui est ultra propice pour ce champignon-là, et que la matière, les peaux mortes en fait, avec l'ammoniac et l'urée, en fait, se dégrade de telle manière que le champignon, lui, il adore se foutre là-dessus et il se régale, quoi, simplement. Donc il y a 2 manières de le faire, soit lutter contre ces problèmes de sudation. Ça peut être aussi des problèmes de chaussures, tout simplement, parce qu'on a des chaussures qui ne sont pas assez aérées. Il y a tellement de choses. Les gens qui vont avoir un travail où ils marchent énormément toute la journée, garder des chaussures ouvertes. Après, ça peut être aussi l'hygiène. Voilà. En tout cas, il faut savoir un truc, c'est que les mycoses, c'est contagieux. Donc n'importe qui peut se les refiler, peut se les attraper. Il faut vraiment faire attention, quoi. Et il y a quoi comme petit remède, on va dire Se laver régulièrement les pieds, bien se les sécher. J'ai pas le droit de faire de préconisation. En fait, ah oui, c'est vrai. Médicinale, ni rien. Bon, des conseils, on n'a pas de... On peut faire aussi des bains de pieds avec des plantes médicinales, etc. Ouais. Moi, on m'a parlé de bain de pied avec de l'eau de javel et du citron. Ah ça c'est sûr et certain que ça va le tuer sur l'instant. Maintenant, est-ce que ça va éradiquer la mycose vraiment de manière systémique ? C'est-à-dire, parce que des fois la mycose, elle se cache, quoi, dans les crevasses, dans l'ongle du pied. Ouais. Et il suffit que la peau soit bien serrée, elle aura une petite cavité où elle va pouvoir continuer à vivre. Ici, l'eau de javel, elle va tuer tout le reste qu'il y a autour. Et le 1% qui va rester, par contre, il va être résistant. Et si jamais il recolonise le pied derrière, l'eau de javel, ça marchera plus. C'est presque comme l'histoire de la vaccination. Ah, d'accord. Voilà. C'est sacrée petite bébête, tout ça. C'est le même problème en fait que sur les champignons phytopathogènes. Ouais. Quand on applique ce qu'on appelle une phytoremédiation pour comment on appelle ça ? Je suis en train de sortir mes cours de BPR là. les produits sanitaires en fait pour lutter contre des maladies cryptogamiques de plantes. Si jamais le 1% qui a résisté à ce produit-là, en fait, se pérennise, le produit, on peut le jeter, quoi. On n'a plus qu'à en inventer un autre. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. En fait, on fait de l'élevage de maladies. D'accord. Voilà. En agriculture, on fait de l'élevage de maladies. Vraiment, on est passé à ça. On fait de l'élevage de maladies. Il n'y a plus de progrès en phytosanitaire agricole, on fait de l'élevage de maladies. Point barre. Alors, une autre question, là, justement, avant la pause. On me dit, tout champignon a son faux jumeau, mais toxique, est-ce vrai ? Et c'est vrai. Alors ça, c'est pas vrai pour tous. C'est pas vrai pour tous. Ah non, c'est pas vrai. Ouais. Parce que l'auricularia judae, par exemple, la fameuse oreille du Judas, va avoir des champignons très très proches qui ressemblent beaucoup. En fait, c'est parce qu'ils ressemblent à une oreille. Hein. Et puis vraiment, quand tu regardes, il y a le lobe, il y a ça, il y a les circonvolutions ici. La fois où tu le vois vraiment collé sur un tronc de sureau, tu te dis... Il y a quelqu'un qui a collé son oreille sur le... non, en fait, c'est le champignon noir qu'il y a dans les nems. C'est le champignon noir chinois, qui est un des champignons d'ailleurs de la pharmacopée chinoise. Voilà. Donc c'est pas vrai, non. Tout champignon n'a pas son ressemblant. Après, il y a des... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque champignon, en plus de la même espèce, ne se ressemble pas. C'est ce que je te disais, en fonction de s'il pousse dans un environnement comme ci ou comme ça. Dans le sud de la France, dans le nord de la France, on va avoir vraiment des types de morphologie de champignons. Alors après, est-ce que ça joue au niveau génétique, c'est-à-dire qu'on va parler de phénotype de champignons? Je crois pas, je sais pas, je suis pas assez calé là-dessus pour pouvoir en parler. Mais ouais, c'est une piste de recherche intéressante, je vais m'y intéresser là. D'accord. Voilà. Alors juste, tiens, encore une petite dernière question. On me dit, l'invité peut-il nous parler des champignons présents dans le fromage? Champignons présents dans le fromage. Moi j'ai appris que dans les caves à fromage, c'était aussi blindé de champignons, dans le même esprit que les caves avant. Tout à fait. Voilà. Je connais pas très bien les champignons du fromage, je suis désolé. Je sais que c'est des champignons en fait qui sont... c'est des champignons en fait qu'on retrouverait à l'intérieur même des animaux qui produisent du lait, donc le veau d'ailleurs, le caillé du lait. Ils font partie certainement en fait de la flore qui est à l'intérieur de l'estomac des ruminants. Et je peux pas en dire plus en fait. Je sais qu'il est très très proche des champignons qui font puer des pieds, c'est tout ce que je peux dire. Mais je le connais pas très bien. Parce que j'en récolte pas beaucoup pour mon omelette. Ouais, ceux-là, on les laissera. On n'a pas la recette, désolé pour ceux qui puent des pieds, mais on va faire la petite pause. Faudrait faire le test, tiens, d'essayer de faire cailler du lait avec du fromage de pied. Bon, il y en a un qui va s'y coller. On tirera un méthanote au hasard pour pas faire de jaloux. Je blague, c'est vrai que celui qui a posé la question. Voilà, avant que quelqu'un m'envoie une remarque. On va faire la petite pause
thé et puis on revient juste après. Voilà. À vous la régie. Voilà, de retour, toujours avec Jérôme Legros, toujours dans le monde des champignons. On était en train justement de regarder un petit peu les questions oui, il y a la question, il y a une question, c'est vrai, qui revient souvent. On nous dit, est-ce que les champignons vendus dans les coffee shops sont-ils réellement sans danger? Alors, parce que c'est vendu, il faut bien le dire, à Amsterdam, en toute liberté. Hein. Alors, en France, c'est interdit d'ailleurs, tu le diras. Tout à fait, c'est pour ça que je vais y aller avec précaution. Ouais. Alors, sans danger, ça dépend en termes législation. Qu'est-ce qu'on entend par sans danger? Est-ce que c'est sans danger parce qu'ils contiennent pas assez de psilocybine et des autres principes actifs qui les rendent antéogènes plus qu'hallucinogènes, donc qui rapprochent plus la conscience de Dieu, qu'ils font réellement halluciner sur la réalité des choses, ou parce que on est sûr que c'est vraiment ces espèces-là? Eh bien, si c'est par rapport aux espèces, oui, les champignons de coffee shop, en fait, c'est des champignons qui sont cultivés et sélectionnés en laboratoire. Et comme ils sont cultivés à partir d'inoculums sélectionnés, forcément, c'est des champignons de l'espèce. Donc, il n'y a pas de risque, en fait, de se faire vendre un champignon qui est pas le bon, en fait, tout simplement. Après, en termes d'effets, comme on est en France et qu'on n'a absolument pas le droit je sais même pas si on n'a pas le droit de faire la promotion des principes actifs de ces champignons-là, on va dire que c'est des champignons qui sont dangereux. Pas bien. En fait, ils seraient dangereux pour la mauvaise conscience de l'humanité, je pense, plus qu'autre chose. Parce que les champignons hallucinogènes, très sincèrement, ça s'utilise depuis des milliers d'années dans les civilisations, alors, on le sait. Voilà. Alors, c'est bien de faire le parallèle parce que utiliser, oui, mais pas de manière récréative ou festive comme nous on l'a fait. Oui, de manière un peu dans des rites. En fait, c'est tout simplement une drogue sociale. Ce n'est pas une drogue festive, le champignon hallucinogène, même si ça fait voir de belles couleurs, etc. etc. La manière dont c'est utilisé en fait par les peuples qui les pratiquent est faite d'une manière sociale. C'est-à-dire que la société dans son ensemble, mis à part celui qui le consomme, admet en fait la consommation de ce champignon-là. Ces champignons-là sont consommés en plus souvent dans des buts sociaux, c'est-à-dire à l'occasion en fait de cérémonies de passage des jeunes à l'âge adulte, etc., etc. Après, je ne suis pas ethnomycologiste pour pouvoir en parler correctement, mais ce qu'on peut retenir globalement en fait, c'est que oui, c'est une drogue, puisque de toute façon, même une tisane est une drogue à partir du moment où elle a un principe actif qui agit sur le corps, mais c'est une drogue sociale. Voilà. Donc en fait, quand on prend des champignons hallucinogènes en société, l'environnement dans lequel sont consommés ces champignons-là, en fait, vont influer notamment sur l'effet de ce que ça peut faire. La dose aussi influe beaucoup. Les champignons hallucinogènes, en fait, moi, pour en avoir consommé dans ma vie, je ne vais pas me cacher, parce que j'ai voulu découvrir absolument tous les champignons, je me suis rendu compte en fait que c'était des produits dont on n'avait pas besoin en fait de faire une consommation très excessive pour en comprendre en fait le raisonnement, on va dire, à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça fait? En fait, qu'est-ce que ça fait tout simplement, c'est que ça donne des perceptions qu'on n'a pas en fait dans un état où on n'a pas pris de champignons hallucinogènes. Alors ces perceptions-là, en plus, c'est des perceptions, comme on vous disait, qui sont influencées par l'environnement direct, donc qui jouent avec le système un petit peu physiologique, social du corps. Je m'explique. C'est que des molécules actives présentes dans les champignons, en fait, en fonction de ce qu'on va produire à l'instant T où on l'aura consommé et où le principe actif va agir à l'intérieur de notre corps, peuvent ou pas faire la fameuse sensation de bad trip, voire même de perte pied complet, ou au contraire faire une expérience absolument merveilleuse, dans une empathie absolument incroyable avec les gens qu'il y a autour, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les peuplades chez qui on le pratique. Pourquoi? Parce qu'on arrive chez des gens en fait qui pratiquent ça de manière sociale, et quand eux ils le pratiquent et que nous on arrive, on est comme un petit bébé qui croit le maître d'école, tu vois. C'est-à-dire qu'on fait totalement confiance en teuf ou ailleurs, où on consomme ces choses-là, quand on le prend, tu te retrouves tout seul avec ton champignon. T'as pas quelqu'un qui va pouvoir t'aiguiller sur ce que tu es en train de ressentir si tu commences à avoir des sensations que tu connais pas et qui te font un petit peu baliser, etc. etc. Tu comprends? Voilà. Complètement. Pour faire simple, vraiment très très simple. Mais en gros, c'est ça, voilà. C'est des drogues sociales, c'est pas des drogues qui sont festives comme d'autres drogues, comme
On va pas citer des drogues, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais... Mais oui, non, bien sûr, parce qu'on sait que c'est utilisé dans les rides. Elles sont pratiquées depuis des milliers d'années, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, Paul Stamets, dans son excellent bouquin sur le répertoriage des champignons hallucinogènes du monde, met une gravure là qui a été reproduite en fait à partir d'une gravure qui a été faite dans les plateaux de Tassili, vers l'Afrique du Nord là-bas, qui représente en fait, qui serait une des premières représentations un petit peu chamaniques de l'humanité avec des plantes à principe actif. Là en l'occurrence c'était des champignons en fait, et ça daterait de 70 à 80 000 ans. Voilà, donc c'est pas si vieux que ça, mais ça correspondrait par d'autres discussions que j'ai eues avec des ethnobotanistes notamment ou quoi, à une partie de l'éveil de la conscience de l'humanité à la religion. À Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que des gens très calés sur le domaine des champignons hallucinogènes ne parlent pas de champignons hallucinogènes, ils parlent de champignons entéogènes, qui rapprochent la conscience de Dieu, tout simplement. Entéogènes. Entéogènes, oui. C'est intéressant. C'est très intéressant. En fait, le poids des mots est très important. Tu vois, c'est comme quand on dit parasite, au lieu de dire celui qui va réguler les êtres faibles de la forêt pour la rendre plus belle, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est pas le même rôle. Non. On me dit aussi, voilà, connaît-on la valeur nutritive des champignons? Ça a beaucoup Oui, valeur, ouais. c'est très peu calorique. Ouais. Un champignon, ça n'a pas de graisse. Ça peut faire des apports, notamment sels minéraux, un peu de vitamines, des oligo-éléments, des choses comme ça. Mais le cuivre est un oligo-élément, par exemple. On ne sait pas, le cuivre est un métal, mais c'est un oligo-élément aussi qu'on utilise en agriculture pour notamment bloquer le développement de cryptogames sur la vigne. Ah oui, le mildiou. Voilà, tout simplement en fait. Pourquoi ? Parce qu'on sature avec cet élément-là. Du coup, le cryptogame ne peut pas se fixer sur la vigne à cause de ça. Parce que le mildiou, c'est un champignon aussi. Oui. Et celui-là, il nous embête. Celui-ci ou le botrytis, etc. Comment on peut le combattre d'ailleurs, le mildiou? Arrêter de faire de la monoculture, tout simplement. Ce qu'il faudrait faire, ce serait de faire en fait de la vigne sauvage. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Dans les potagers, parce qu'on en a il n'y a pas d'autre solution en fait. Si on ne veut pas avoir à lutter en fait contre un phytopathogène à cause de la méthode de culture, le choix sinon c'est de foutre du pesticide. Ça veut dire par exemple, le mec qui fait par exemple, on va dire ses plants de tomates, pour éviter le mildiou, tu lui dis de pas toutes mettre les tomates au même endroit. Il évitera le mildiou s'il fait de la culture associée par exemple. Culture associée, ça veut dire en fait que tu mets de la distance entre les plantes d'une même espèce. Tu rajoutes autre chose. Et puis tu mets aussi des plantes qui, en association par rapport au métabolisme secondaire qu'elles vont faire, donc des huiles essentielles, des choses comme ça, vont éloigner ou même inhiber le développement des spores. D'accord. Voilà. Et par exemple, pour le mildiou, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Parce que c'est vraiment très répandu. Je suis pas spécialiste de la vigne, je peux pas... Ni des tomates d'ailleurs, parce que j'en fais pas du tout. D'accord. Moi, j'ai pas de problème de maladie en fait sur mes plantes, parce que j'ai commencé en faisant bien, on va dire, parce que je fais moins de 2,5 hectares, et vraiment moins de 2,5 hectares, et j'en vis pas à m'acheter une BMW, mais pour l'instant ce que je fais ça me plaît, et je sais que dans un avenir proche ça me permettra d'en vivre comme j'ai besoin d'en vivre. Voilà. Simplicité volontaire, il disait Pierre Rabhi, voilà. Alors, on me demande aussi, l'invité a-t-il déjà eu du fil à retordre avec certains lobbies industriels ou pas du tout? Non, j'en ai jamais eu, mais quelque part j'aimerais bien en avoir, parce que ça nous permettrait à nous, les paysans qui nous posons ce genre de questions, de foutre les pieds dans le plat. Donc non, j'en ai jamais eu. J'aimerais bien qu'ils s'intéressent aux gens comme moi et qu'ils en aient peur un peu, parce que si on était plusieurs dizaines de milliers, peut-être que déjà en fait le paysan, en devenant un peu plus propriétaire des connaissances de son métier, parce que c'est son métier qui est réfléchi finalement par le secteur secondaire du lobby industriel, quoi, et laboratoire, etc. Le paysan est quasiment le travailleur de ce monde qui est le plus dépossédé en fait de la matière intrinsèque de son métier, ce qui fait l'éthique de son métier et des choses comme ça. Donc moi ce serait intéressant qu'ils viennent nous faire chier, parce qu'on a des solutions en fait qui marcheraient. Alors après, en ce moment, je m'intéresse beaucoup en fait, parce que je fais des plantes en sauvage aussi, donc je fais de temps en temps de la récolte de lavande fine sauvage dans la Drôme provençale. Et surprise, en arrivant dans la Drôme, j'ai découvert quoi? J'ai découvert en fait que la culture industrielle de la lavande, parce que maintenant la lavande qu'on connaît de manière qui est pourtant considérée comme la meilleure lavande au monde, la lavande de France,
ne l'est plus pour une simple et bonne raison, en fait, c'est que les espèces de lavande qui sont cultivées de nos jours, ce ne sont plus la lavande fine sauvage, la bonne lavande, celle qu'à une certaine époque, les villages en fait se partageaient pour faire le complément de revenu de l'année, parce qu'il n'y avait qu'une période en fait pour pouvoir le récolter, donc il y avait tirage au sort sur les meilleures parcelles de la montagne, mais toute la communauté sociale bénéficiait de son petit lopin de lavande pour aller récolter, faire son huile essentielle et vendre ça aux parfumeurs, parce que ça rapportait beaucoup. Sauf que maintenant, on produit de la lavande de manière industrielle, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné des plantes qui sont certes productives, mais pas des meilleurs principes actifs, parce qu'on les a choisis vraiment, c'est par rapport à des histoires de rendement en huile essentielle, etc. Et sauf que c'est des plantes qui sont sélectionnées et qui sont particulièrement pauvres immunitairement parlant. C'est-à-dire que le moindre truc peut les agresser. En ce moment, la lavande, elle subit ce qu'on appelle le dépérissement de la lavande, qui est en fait une maladie qui fait périr une lavande en 3, 4, 5 ans. Moi, c'est ce que j'ai pu constater quand j'étais en Drôme provençal. Lavandin, n'en parlons pas. Et sauf qu'une lavande, ça peut vivre 30, 40, 50 ans des fois. Un pied de lavande, ça peut vivre cet âge-là, si c'est un bon pied de lavande qui est dans un environnement naturel, propice à ce qu'il puisse pousser, donc pas en monoculture comme on le fait dans ces magnifiques champs de lavande, parce qu'ils sont magnifiques, hein, les champs de lavande, mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on est en train de faire disparaître la lavande à cause de ça. Alors là où est le drame, en fait, c'est qu'en créant des variétés dont le système immunitaire est affaibli à ce point, en fait, on a donné la possibilité à des maladies qui s'intéressaient à d'autres familles de plantes, en fait, de s'intéresser en fait à des plantes qui ont maintenant un système immunitaire aussi faible que les autres familles de plantes. Et notamment pour la lavande, c'est une bactérie qui s'appelle le Phytoplasme du stolbur, que les agriculteurs connaissent un peu sous le nom de mosaïque du tabac, de la tomate, de la patate, etc. Et en fait, c'est une maladie en fait, qui arrive par l'intermédiaire d'un petit insecte qui s'appelle la cicadelle, qui est une toute petite cigale en fait, c'est pas un être méchant, hein. Une petite cigale comme ça ne fait pas vraiment de mal à un pied de lavande, c'est un insecte piqueur-suceur, donc en fait il va juste percer les branches de l'écorce en fait du pied de lavande, et il va pomper un petit peu de sève. Mais c'est tellement minuscule qu'il faudrait qu'il y ait vraiment une invasion extraordinaire pour que le pied en crève. Sauf que il est vecteur de transmission de cette bactérie-là. Et comme cette cicadelle-là, en fait, elle est piqueuse-suceuse de manière indifférenciée de beaucoup de plantes, grâce à la monoculture de lavande, on a créé un environnement propice à ce que cette maladie, transfuge des solanacées, se mette sur la lavande. Et là où le drame risque de se passer, c'est que déjà on trouve sur les pâtures sauvages de lavande, donc la lavande endémique de France, la vraie, des parcelles qui commencent à vraiment être fortement atteintes par le cytoplasme du stolbur. Mais c'est surtout que la lavande, c'est une lamiacée qui regroupe dans sa famille des espèces qui sont utilisées comme la menthe, comme la sauge, comme le romarin, toutes ces plantes-là, le thym, c'est des lamiacées. Donc si un jour, en fait, par le biais de la lavande, déjà que cette maladie-là a pu partir des solanacées pour arriver sur une lamiacée, pourquoi n'irait-elle pas après sur les autres lamiacées et finalement détruire un gros morceau du pan de mon activité à moi qui fait des plantes aromatiques médicinales? Parce que si jamais il n'y a plus de lamiacées, on va être bien triste, nous les tisaneurs. Voilà.